Bonjour à tous, bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bimensuel vidéo avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK, avec un numéro spécial. Normalement, tous les 15 jours, vous avez des brèves qui résument l'actualité, un dossier et un grand entretien. Là, tout comme l'an passé, on va traiter sans dossier, sans entretien, juste de l'actualité passée pendant cet été, une grande séance de rattrapage, 50 brèves pour 60 jours. 1. Dans la foulée de ce qu'avait posé le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État nous a dit que la baisse exceptionnelle de la participation lors des scrutins électoraux de 2020 pourra être un aliment de l'analyse globale de l'insincérité du scrutin si d'autres vices sont établis, mais ça ne sera pas en soi-même un vice pouvant conduire à l'annulation du scrutin, sauf dans des cas exceptionnels, et quelques TA se sont engouffrés timidement dans cette brèche. À noter toujours en matière électorale que on a une décision du Conseil d'État intéressante sur les cas d'indemnisation dus par l'État s'il y a eu un défaut d'acheminement des bulletins de vote, et une autre décision qui confirme, enfin on le savait déjà, que c'est bien le 25 mai, et non pas le 23, que l'on avait la date limite de recours pour les contentieux électoraux au titre du premier tour. Évolution du juge aussi sur les questions de masques. On avait une grille de lecture très stricte en ce domaine, sous l'état d'urgence sanitaire. Maintenant que nous ne sommes plus en état d'urgence sanitaire, plusieurs TA ont appliqué exactement la même grille de lecture, mais avec des résultats contrastés, puisque maintenant, ils autorisent, dans un certain nombre de cas, des arrêtés municipaux en la matière, notamment à Nice et d'Amiens. Sur les sénatoriales, petit rappel, c'est bien le 27 septembre que l'on a l'élection des sénateurs, et il y a eu quelques ajustements, quelques débats sur une circulaire du 30 juin et quelques ajustements ultramarins, lyonnais et pour les sénateurs de l'étranger. Voici quelques détails. Une nouveauté qui nous concerne tous, désormais, les décisions du juge administratif et du juge judiciaire seront toutes, y compris les ordonnances en référé, après une anonymisation, mises en ligne après 2 mois, 6 mois pour le judiciaire, donc on va avoir un vrai open data des jurisprudences françaises. C'était prévu il y a longtemps par la loi, après une gestation de 14 mois, ça y est, on a eu un décret, et c'est un Big Bang qui va changer nos dépenses de documentation, l'accès à l'information, etc. Sauf que tout ceci est entre les mains du ministère de la Justice, et la chancellerie a dit « Oh, ça va prendre du temps, les arrêts de cour d'appel, on les aura en 2022, alors je vous parle même pas des décisions de premier degré. » Ce qui semble venir de problèmes d'anonymisation et d'adaptation des outils informatiques. Bon, tout ceci est allié avec la question très importante de la justice prédictive, voire le décret d'État-Juste, voire aussi des communiqués communs, Conseil d'État, Conseil avocat et Cour de cassation, cet été. Tout n'est pas toujours aussi unanime. Entre les deux ailes du Palais Royal, il y a eu une sorte de duel de combat de boxe. Le Conseil constitutionnel a commencé en disant « Oh, vous savez, les ordonnances de l'article 38 de la Constitution, une fois passé le délai d'habilitation, on dit que c'est des lois, et on ne peut plus les modifier que par la loi. » Ce qui est une interprétation audacieuse de l'article 38 de la Constitution. Juste après, le Conseil d'État dit « Oui, mais du coup, bien que ça soit considéré comme des lois, moi je suis compétent pour les recours pour excès de pouvoir sur ces actes. Oui, mais... » Juste le lendemain, le Conseil constitutionnel dit « Oui, évidemment, sauf, via une QPC, si les libertés sont en jeu. » Alors, la légende officielle nous dit « Ah non, c'est pas un duel, c'est un duo. C'est merveilleux. » Et d'ailleurs, les deux ailes du Palais Royal se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On peut croire à cette magnifique légende, ou au contraire décider que les conditions dans lesquelles tout ceci s'est passé a été un duel à fleuret à peine moucheté. À noter d'ailleurs, dans le même genre d'audace, le Conseil d'État dit « Oh avant, j'interprétais les textes », ce qui pouvait conduire, comme le Conseil constitutionnel le fait, à changer l'interprétation qu'on en fait. Non, on va faire plus simple. S'agissant des ordonnances, si l'ordonnance est mal écrite, si elle n'est pas lisible, hop là, moi je m'autorise non pas à l'interpréter ou à la censurer, mais carrément à la réécrire. Tant qu'à faire. Les services de l'État sont également un gros vecteur de production textuelle, pas vraiment toujours normatif, ça dépend, et les questions écrites sont quand même intéressantes parce qu'elles nous indiquent la position de l'État. Et il y a une question écrite intéressante, c'est sur le zéro phyto. Le zéro phyto, c'est un point qui a été débattu, ne s'applique pas aux cimetières, sauf s'ils sont à usage majoritaire en tant que lieu de promenade. La frontière risque d'être difficile à faire.
Attaquons maintenant la question de la protection fonctionnelle, où on a eu une floraison de décisions. Vous voyez ici plusieurs arrêts, plus un décret, qui nous confirme que la protection fonctionnelle est due pour les actions civiles, qu'elle peut s'appliquer à des cas plus larges que ce qu'on pensait, de différents avec le supérieur hiérarchique, qui peuvent s'appliquer, ce qui quand même n'allait pas forcément de soi, sur des propos tenus pendant une campagne électorale, etc. Plus largement sur la fonction publique, on a eu aussi une actualité riche cet été, avec une réforme des congés bonifiés, une décision du Conseil d'État sur les cas des agents en disponibilité pour convenance personnelle, qui peuvent être licenciés que s'ils refusent 3 propositions d'emploi fermes et précises. Un arrêt du Conseil d'État nous donne également des précisions sur la date à laquelle la collectivité publique concernée doit apprécier les possibilités de réintégration à la fin d'un détachement sur emploi fonctionnel de direction. Dans une décision également, le Conseil d'État a précisé que le bulletin de paye d'un agent public n'est pas en soi une décision administrative, ce qui a de nombreuses conséquences de prescription, de contentieux. Et puis, une loi a été faite pour prévoir un système dans le public comme dans le privé, de dons de jours de congé contre chaque vacances. C'est un régime qui est généreux, mais qui est un peu lourd. Autre décision sur les plans de mouvement collectif qui ne peuvent être ouverts aux agents contractuels. À noter, bien que ça ne soit pas une décision juridique, que la DGFP a publié 10 fiches actions sur l'accueil des nouveaux arrivants dans la collectivité publique. Et puis, nous fêtons aussi les 1 an de la loi de transformation de la fonction publique. Ça sera l'objet de notre prochain dossier dans 15 jours pour vos 10 minutes juridiques. Du côté de l'État, les services déconcentrés ont connu 2 réformes assez importantes. L'une, c'est que les directions départementales interministérielles repassent sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Et 2, le droit de dérogation des préfets qui avait donné lieu à une réforme en avril dernier a donné lieu à une intéressante et importante circulaire. Il faut voir que de toute manière, sur ces questions de dérogation et d'expérimentation, on attend le projet de loi 3D, qui sera peut-être d'ailleurs renommé, mais que sans attendre, et sans doute pour entériner qu'il n'y aura pas de réforme constitutionnelle par ailleurs, le gouvernement a adopté un projet de loi organique sur tout ce qui est expérimentation et qui est assez hardi. Je vous invite à regarder les détails. Plus concret et plus grave, les questions des femmes enceintes et mères isolées, des personnes qui sont victimes de violences conjugales ou autres. 2 textes importants, une loi et une décision du Conseil d'État qui étend les responsabilités départementales en ce domaine. Sur le RSA, vous le savez, il y a de nombreuses conventions qui sont passées avec les départements, métropoles parfois, et les CAF, parfois la MSA, qui donnent lieu à un certain nombre de difficultés. Est-ce que ces conventions peuvent prévoir qu'il n'y aura aucun recours administratif préalable qui sera soumis pour un avis à la CRA, Commission de recours amiable? Réponse, non. Décision du Conseil d'État. RSA toujours, certains départements ont dit, mais attendez, vous avez augmenté le RSA sans le compenser financièrement pour les départements, c'est illégal et ça nous entraîne un préjudice. Ils ont gagné devant le Théâtre de Paris. Attendons de voir ce que ça va donner néanmoins, ensuite au fil de la procédure contentieuse. Grosse actualité cet été aussi pour tout ce qui est GEMAPI, barrage, inondation, crue, énergie hydraulique. Avec une décision importante du Conseil d'État sur tout ce qui est obligation d'agir ou pas, de protéger ou pas pour les cours d'eau non domaniaux, avec une sorte de jugement d'entre-deux, parce qu'il n'y a pas d'obligation de protéger dans ce domaine des cours d'eau non domaniaux, mais comme il y a un pouvoir d'agir, il peut y avoir dans certains cas une responsabilité, sans faute lourde dans certains cas. Le Conseil d'État a confirmé également que le préfet avait une certaine souplesse, puisqu'en matière de digue, il va dire à l'exploitant et au propriétaire ce que chacun doit faire, mais il n'est pas obligé de détailler ce qui relève de l'un et de l'autre, sauf, et par une décision qui peut être ultérieure, s'il y a des difficultés sur ce point. À noter aussi un décret du 11 août sur tout ce qui est énergie hydraulique. Plus largement en matière d'environnement, on a une décision qui nous confirme que l'obligation d'évaluation environnementale s'applique même si l'opération, plus vaste, n'y est pas soumise. La CA de Marseille a rendu une décision très illustrative de l'intérêt des expertises et contre-expertises techniques en matière des installations de stockage de déchets. Un décret a révisé, réformé le régime de l'autorité environnementale et la procédure d'examen cas par cas pour l'évaluation environnementale. Et puis une décision très intéressante sur les extensions d'urbanisation et le photovoltaïque. Mais la grosse décision de cet été en matière environnementale, c'est évidemment sur la pollution atmosphérique.
Après une première décision en juillet 2017, le Conseil d'État a constaté qu'au moins sur 8 zones en France, le gouvernement n'a toujours pas pris des mesures demandées pour réduire la pollution de l'air et atteindre les exigences européennes en la matière. Alors pour les contraindre, le Conseil d'État a prononcé une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard, record battu, avec des modalités d'ailleurs, y compris de reversement de ces sommes, qui ont donné lieu à débat. À noter toujours sur d'ailleurs les questions atmosphériques, une réforme des indices dits Atmo en la matière. Et puis, le Théâtre de Paris a rendu une décision intéressante. Les effectifs de cétacés plongent, l'État aussi. Les dauphins s'échouent, l'État aussi. L'État a été condamné pour ne pas assez protéger les cétacés. Faute de protéger les dauphins, l'État boit la tasse. Entre l'environnement et la construction se posent sur une certaine nombre de parties de notre territoire des questions de sécheresse, réhydratation des sols. Cet été a été un véritable festival de textes en la matière. Les voici. Les comités de bassin, de leur côté, ont vu leur régime enfin mis à jour de la loi de 2016, pendant que les conseils d'administration des agences de l'eau se trouvaient réformés par un décret du 31 juillet. Et le CGEDD se retrouve lui aussi réformé. À noter une certaine souplesse du Conseil constitutionnel qui nous dit que l'action en démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé ne pourra porter si le juge peut ordonner à sa place une mise en conformité et si celle-ci est acceptée par le propriétaire. Autre élément en matière d'urbanisme et d'aménagement, confirmation, non, les communes ne peuvent pas inventer des nouveaux moyens de financer les autorisations d'urbanisme, oui bien sûr, et une réforme des schémas d'aménagement régionaux propres au DOM. Le recours dirigé contre un permis modificatif suspend la période de validité du permis initial. Le Conseil d'État a rendu également plusieurs décisions. L'une qui donne une sorte de perche, une possibilité de régularisation pour les requérants étourdis pour un certain nombre de vices. Une exigence que le projet de la collectivité soit réaliste sur les droits de préemption urbains, enfin c'est plus confirmatif que nouveau. Acceptation aussi de certaines erreurs au stade des demandes de certificats d'urbanisme. Et puis le Conseil d'État nous a donné un véritable vade-mecum sur les permis de construire dans des zones à risque, ce qui est très intéressant. Autre élément de relative souplesse en fait pour les acteurs de terrain, c'est que pour tout ce qui est friche, pour lesquels d'ailleurs des outils statistiques ont été développés cet été, c'est passionnant. Et les commerces de centre-ville sont à prendre en considération par la CDAC, en urbanisme commercial donc, mais sans être en soi des paramètres d'irriment, c'est bien à prendre avec les autres éléments. Changeons de sujet, les contrats jeunes majeurs et le travail des services de l'ASE. Les départements peuvent prendre en compte, pour refuser un contrat jeune majeur, le comportement du jeune majeur. Certains d'entre vous vous demandez comment vous en êtes de vos objectifs loi SRU au regard de ce qu'on appelle les seuils de pression. Réponse avec un décret du 6 août. Sur le logement toujours, est-ce que le DALO, le droit au logement opposable, disparaît si l'intéressé est radié du fichier des demandeurs de logement social? Réponse par le Conseil d'État. Autre apport du juge, est-ce qu'un port de plaisance est intercommunalisé automatiquement au titre de la compétence zone d'activité économique? Oui, avaient dit parfois les préfets, notamment dans certains départements du Sud-Est. Non, pas obligatoirement, nous répond le TA de Nice, reprenant en réalité sur ce point un élément qui avait été déjà dégagé par le Conseil d'État, mais dans une affaire où les enseignements n'en avaient pas toujours été tirés, notamment pas tirés par l'État. Autre élément lié à l'intercommunalisation, on a eu la loi Ferrand-Fesneau d'août 2018, puis d'ailleurs la loi engagement et proximité, qui ont permis à certaines communautés de communes de ne pas prendre, dans certains cas, les compétences eau et ou assainissement. Est-ce que, passant outre la minorité de blocage prévue par ces textes, on pouvait, au second semestre 2019, prendre quand même ces compétences par une extension normale de compétences, la procédure classique? Non, sinon c'est contourner la loi, nous dit bien évidemment le Conseil d'État. Passons aux déchets. Précision importante sur l'obligation du juge quand il y a un contentieux TOM, c'est les fameux contentieux au champ sur les TOM excédentaires, qui donnent lieu à de très très nombreux litiges. Exigence donc que le juge mène l'enquête. Ok. Et une ordonnance importante qui va un peu tous azimuts sur la gestion et la prévention des déchets. Allez, je vous en passe toute une série de commentaires qui nous décrivent ce qu'il y a dans ce texte. Vous pouvez mettre votre lecteur, votre visionneuse sur pause pour lire tout ceci.
Visioconférence. Alors sur la visioconférence, il y a des spécificités pour les OPH, des spécificités pour certains territoires ultramarins, il y a des dérogations, y compris jusqu'à fin octobre, etc. Mais il y avait une autre dérogation propre à l'intercommunalité, prévue par la loi engagement proximité, permettant des visioconférences dans certains cas, et qui est là cette fois-ci de manière pérenne, pas juste le régime Covid ou post-Covid. Eh bien, le décret sur ce point est sorti le 24 juillet 2020. On parlait de la Polynésie qui a d'ailleurs donné lieu à une interprétation très souple de son droit par le Conseil d'État, par un arrêt important publié au Recueil Le Bon, et qui peut s'appliquer donc sur un certain nombre de COM. Actualité très riche, et pas seulement sur le terrain des incendies pour les sapeurs-pompiers cet été. D'un strict point de vue juridique, on a eu une réforme du régime des directions, des contributions au service d'incendie et de secours, une revalorisation de l'indemnité de feu sous fond de tension sur ce point entre départements et État, et un arrêté important sur la capitalisation des indices des sapeurs-pompiers professionnels. Texte également sur un tout autre sujet, c'est l'inscription scolaire. Pour l'instant, on n'avait pas de texte précis et se posait la question, dans certains cas, de certificat sur l'honneur ou de l'usage ou pas de duplicata. Réponse souple d'ailleurs, avec un décret en la matière. Décision du Conseil d'État amusante sur les questions de laïcité et de reprise dans l'identité visuelle de la commune, son blason en l'espèce, d'éléments qui sont certes religieux, mais qui sont en fait le patrimoine historique de la commune. Réponse nuancée et ouverte et conforme à beaucoup d'autres décisions dans d'autres domaines comparables. Conseil d'État, 15 juillet 2020. Gens du voyage. Il y a une procédure spéciale d'expulsion qui passe par le préfet. Mais est-ce que du coup le propriétaire ou le maire sont obligés de passer par cette procédure, ou est-ce qu'ils peuvent quand même engager un référé normal ? Non, ils peuvent engager un référé normal, Conseil d'État, 16 juillet. 2 textes sur les réseaux de chaleur, froid et eau chaude sanitaire sont à noter. Un peu moins positif, à noter une réponse ministérielle à une question écrite parlementaire sur le SPANC qui sème un peu le trouble. Voici quelques détails. Et puis abordons maintenant le fait que cet été a été très riche en droit des contrats publics. Un été passionnant. D'abord, des nouveaux seuils temporaires de dispense de mise en concurrence, de procédure de mise en concurrence, avec des seuils qui montent à 70 000 € pour les travaux, 100 000 € pour les denrées alimentaires. Il y a eu toute une flopée d'arrêts du 10 juillet, passionnant sur les questions de droit des contrats. Un sur les droits d'entrée et les redevances qui ne sont pas justifiées dans le contrat de concession. Et qui, certes, ils doivent être justifiés à peine de nullité normalement, mais ça n'entraîne pas la nullité du contrat en entier, pas obligatoirement. De même qu'un contrat peut être annulable, mais néanmoins que l'on soit dans l'obligation d'appliquer ces clauses, alors que le contrat il est annulable, de règlement des différends sur ce point. Autre décision très importante, 2 décisions du même jour, sur le fait qu'un contrat administratif illégal peut être résilié unilatéralement, mais avec quelle indemnisation ? Et que se passe-t-il si la nullité du contrat résulte de pratiques anticoncurrentielles de son co-contractant ? Jusqu'à ces décisions de juillet 2020, l'évolution de ces derniers temps du juge avait été d'aller vers des décisions moins positives pour les collectivités en ce domaine, limitant les indemnisations, même en cas de pratique anticoncurrentielle, voire encadrant fortement les possibilités de résilier pour motif d'intérêt général en se fondant sur l'illégalité du contrat. Grands assouplissements par ces 2 décisions du 10 juillet. Est-ce que le juge peut annuler le lancement d'une DSP ou d'un marché de partenariat pour clause de prix excessif ? Ça fait plusieurs décisions du juge que l'on sait que la réponse est oui à cette question, mais je voudrais attirer votre attention sur une décision du TAD Nancy qui est très intéressante sur le contrôle du juge à ce stade. Autre élément qui est au carrefour du droit de la voirie, des travaux et des déchets. On a une confirmation, c'est pas vraiment une surprise, que les déblais résultant des travaux sur la voie publique sont bien en droit des déchets, ce qui change tout quant à l'obligation notamment pour le producteur de ces déchets de s'assurer de leur élimination ou valorisation. Sauf sans doute, mais le Conseil d'État ne le dit pas, en cas de réemploi légal en matériaux. Décision aussi du Conseil d'État sur le point de savoir à quelles conditions un maire peut autoriser ou non le stationnement de véhicules sur les trottoirs. Réponse assez souple d'ailleurs, vous le verrez. Décision intéressante et positive aussi sur le régime de responsabilité de l'État lorsque celui-ci fait des erreurs dans le recouvrement de certains impôts, puis que ces impôts sont ensuite transformés en dotation de l'État.
Compensation de l'État toujours, avec 2 textes, une sur la dotation élue locale et l'autre sur le nouveau régime d'indemnisation des frais de garde ou d'assistance des élus. Il y a également un autre texte sur la prise en charge des frais d'assurance des collectivités au titre de la protection fonctionnelle. On l'a évoqué tout à l'heure avec la protection fonctionnelle. Tarif aussi, mais sur les fourrières, avec donc un arrêté du 3 août 2020. 2 décisions intéressantes sur les titres de recettes. Après un référé provision, on n'est pas obligé de faire un titre de recette, mais du coup, ce titre de recette étant superfétatoire, le juge a précisé les conséquences de l'éventuelle censure de ce qui a été décidé en référé provision. Et souplesse aussi sur le fait qu'un titre exécutoire, certes, doit comporter les prénoms, nom et qualité de son auteur, sauf dans les titres de recette entre personnes publiques. Comptabilité publique toujours, une instruction très attendue a été rendue sur les dépenses pouvant être payées sans ordonnancement ou avant service fait. Décision qui était très attendue aussi, est-ce que j'ai le droit de donner une subvention à une association qui par ailleurs a des positions de militantisme politique? Certes, ce n'est pas ma subvention qui va financer telle ou telle position de militantisme politique, ça serait illégal, mais est-ce que parce qu'elle a des positions qui visent notamment à des réformes législatives par rapport à l'état du droit français, eh bien j'ai l'interdiction de la subventionner? Réponse non. Conseil d'État 8 juillet 2020. Position assez souple mais qui conduira du coup à des précautions lors des opérations de subventionnement pour bien cloisonner ce qui est subventionné et ce qui ne l'est pas. En matière de mobilité, 3 textes importants, 2 décrets qui sont vraiment un balayage réglementaire post-l'homme, l'orientation des mobilités, et une ordonnance importante du 29 juillet 2020, mais qui concerne assez peu les collectivités sur les questions notamment de sécurité dans le code des transports. Une décision importante du Conseil d'État qui nous indique ce que peuvent être les missions ou pas d'un groupement d'intérêt public. Cette décision a d'ailleurs été rendue dans le cadre de l'Agence nationale du sport, qui, de son côté, a créé des délégués territoriaux, décret du 6 août, qui seront donc, pour un certain nombre d'actions importantes, les interlocuteurs des acteurs locaux, y compris les collectivités. Collectivités qui doivent penser à faire former leurs élus, notamment de nouveaux élus. Le régime en la matière est très compliqué. Parmi les dispositifs à ce propos, il y a le droit individuel à la formation qui est compliqué de maniement. Bonne nouvelle, on a enfin un mode d'emploi clair avec un décret qui a intervenu cet été. Mauvaise nouvelle, les montants retenus par heure ne permettront pas d'aller bien loin. Décision importante aussi sur les transferts de biens domaniaux en intercommunalité en l'espèce, donc entre personnes publiques. Une délibération, si elle est précise et non soumise à des conditions entre collectivités publiques, est bien en soi un acte créateur de droit, ce qui a des conséquences sur la réalité des engagements, sur les possibilités de retrait, etc., qui est tout à fait déterminante. CLET. Alors, l'immense majorité des EPCF fiscalité propre visent un régime de fiscalité professionnelle unique. Et donc, ils ont un régime important d'indemnisation et de neutralisation des transferts de charges qui font intervenir la commission locale d'évaluation et transfert de charges. Et entre le Covid et l'installation des organes, cette année, il était absolument impossible de faire fonctionner ces CLET dans les délais légaux qui sont des délais de 9 mois. Après, c'est le préfet qui prend la main. Donc, l'article 52 de la 3e loi de finances rectificative qui est intervenue cet été a donné un délai de grâce d'1 an sur ce point. Finance toujours, on a un bilan statistique de la DGCL qui est très intéressant sur les questions de communes nouvelles. Et tout le monde a retenu, tiens, les communes nouvelles, elles dépensent plus finalement qu'avant. Alors, n'allons pas trop vite vers des conclusions hâtives. 1, c'est le cas au moment de la création et ça redescend ensuite. 2, c'est beaucoup moins vrai pour les communes nouvelles qui sont d'une certaine taille et qui donc assez structurées. Et 3, il y a un certain nombre de phénomènes qui tiennent aux recettes, qui tiennent aux modalités de cette fusion, qui expliquent ces choses-là comme étant des phénomènes de court terme. Et encore une fois, une analyse plus fouillée aboutit à relativiser beaucoup cette primo-interprétation. Mais ce bulletin d'information statistique de la DGCL est très intéressant. Je vous invite à le regarder, mais à le regarder avec le recul. Voici quelques explications d'ailleurs complémentaires. Les EPCI et les communes font leur recensement, bien sûr, en lien avec l'INSEE, etc. Très bien. Une loi de 2019 permettait à certaines communes ou intercommunalités d'expérimenter le fait de le faire par une entreprise. Sujet qui n'est pas très consensuel.
Eh bien, qui peut le faire? Eh bien, réponse par un décret du 24 juillet. Et puis, nous diffusons cette vidéo lundi 24 août 2020. Eh bien, c'est aujourd'hui, lundi 24 août 2020, qu'il y a l'échéance, la date limite de dépôt des déclarations de situation patrimoniale pour un certain nombre de maires et d'adjoints et de collaborateurs de cabinet. Voici quelques détails. Voilà, c'était en très résumé l'actualité de CTD 2020. À suivre et surtout retrouvons-nous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo Les 10 minutes juridiques par Lando Associés pour VK. Pensez à vous abonner juste après et puis à bientôt. Merci, au revoir.